Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode dédié au déier. L'onduleur ici 8 kVA en monophasé et donc son intégration dans mon local technique parce qu'il va petit à petit, lorsqu'il sera mis en production, remplacer mon Expert dont je suis en fait paradoxalement très satisfait. Voilà. Et on va un peu faire un focus sur la partie communication au Modbus RS485. Et je vous montrer ce que j'ai compris et notamment, évidemment, je vous donnerai les codes qui sont déjà disponibles sur le GitHub du PVBrain 2, son intégration dans laquelle j'ai rajouté certains éléments qui n'ont pas été déjà faits dans les diverses intégrations que j'ai pu voir. Néanmoins, j'ai découvert des choses et malheureusement, il y a des mauvaises surprises au rendez-vous. Et en tout cas, cette vidéo va vous servir de mise en garde dans la façon de câbler, notamment en protocole Modbus, les choses, et notamment le copinage avec d'autres appareils Modbus. Alors, ce que je voulais vous montrer de suite dans cette première vidéo, c'est un peu l'autoconsommation des choses. Alors, attendez, je vois plus rien, voilà. Je vais mettre je vous montrer un peu l'autoconsommation de l'appareil. Donc là, il est branché que sur batterie. Vous voyez, les PV ne sont pas connectés. Et j'ai même pas, évidemment, pas mis l'inverseur de source sur la partie déier. Il est sur l'Expert. Et je vais vous montrer un peu les choses. Donc je fais le 0. Et je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir un peu les choses. Voilà. Donc je suis à 1 ampère 30 en autoconsommation. Voilà, 1 ampère 30, 1 ampère 32. Donc ce qui fait effectivement les choses entre 60... Alors on va voir combien il m'affiche. Il m'affiche 54, donc c'est un peu plus. Hein. Là il m'affiche 1 ampère 0,2 et là j'en mesure 1 ampère 3. Donc moi c'est ce que j'ai remarqué. L'autoconsommation c'est entre 1 ampère 3 et 1 ampère 5. Donc on varie entre 62 watts et 75 watts. Voilà. Là il m'en affiche 55. Donc c'est un petit peu sous-estimé évidemment les valeurs qu'il affiche de son propre autoconsommation, en tout cas quand il est branché uniquement sur batterie. Bon, ça va, c'était ce que je pensais, on m'avait donné ces chiffres là, je les confirme, c'est entre 65 et 75 watts. Petite parenthèse, certains registres Modbus vont permettre certainement dans certaines phases de diminuer ces consommations. Je ferme la parenthèse, on verra si on y arrive. Allez, on va se concentrer un peu sur la partie communication. D'abord, physiquement, comment ça se connecte? Eh bien, ça se connecte sur ce port-là. Vous voyez, c'est le port Ethernet tout en haut à gauche. Il y en a plusieurs. En dessous, c'est... je ne sais pas à quoi ça sert. C'est bon, peu importe. En tout cas, il y en a plein. En tout cas, celui de droite, là, c'est pour les communications CAN bus en batterie. Et peut-être en bas, c'est peut-être quand même pour les mises en parallèle. Bon, à voir les choses. En tout cas, j'utilise celui-ci. Et en tout cas il est censé être un port Modbus normal, standard. Et du coup comment ça fonctionne? Donc au niveau du câblage des pins, et ben si vous avez un câble T538B, enfin les classiques, ceux qu'on rencontre classiques, la communication se fera sur la paire orange, donc blanc orange et orange plein. Donc de mémoire, la partie B du Modbus sera sur le blanc orange et donc la partie A se fera sur le fil orange plein. Voilà, et donc du coup vous le connectez. Alors moi j'ai utilisé des Vago parce que j'utilise ces petits câbles là, 4 paires, et je rentre ici dans un convertisseur RS485 isolé du PVBrain 2. Alors ça marche bien, ça a marché on va dire du premier coup, donc ça je dis waouh super. Et donc pour pouvoir réaliser la communication, je vous rappelle que sur du Modbus, il faut adresser des adresses différentes par appareil connecté sur la liaison Modbus. Et par exemple, je me suis dit, tiens, ceux-là, ils étaient 1 et 2, je vais le mettre en 3, et je commence à marcher. Effectivement, je commençais à recevoir des informations du premier coup, donc j'étais content. Mais vous allez voir que j'ai assez vite déchanté. Alors pourquoi? J'ai remarqué que quand tout était mis sur la même ligne, à savoir le déier et le SNRE, pourquoi je les ai mis sur la même ligne? Parce qu'ils parlent à 9600 baux. Donc ceux-là, je ne peux pas changer leur vitesse de transmission. Celui-ci, je ne sais pas. Il y a un registre qui permet en tout cas qui lit la vitesse de lecture en databro. Est-ce que je peux l'augmenter? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Je fouillerai un peu. Mais néanmoins, donc comme ils étaient à la même vitesse de transmission, je les ai mis sur la même ligne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que en fait, le déier, je me suis rendu compte
qu'il, de temps en temps, il les mettait également sur l'adresse Modbus 0. Alors, qu'est-ce que c'est cette adresse? C'est ce qu'on appelle l'adresse de broadcast, ça peut être la 0, ça peut être la 254. Et donc, grosso modo, ça sert à envoyer des informations sur la ligne pour savoir qui est présent sur la ligne, quel appareil est présent sur la ligne. Donc, il les met, c'est bien pour faire de l'auto-discovery d'appareils de Modbus. Donc ça sert à ça. Et ça sert à que chaque appareil réponde « je suis là, je suis là, je suis là ». Donc, à une interrogation d'une adresse Modbus 0, eh ben, chaque appareil doit répondre régulièrement, dire « je suis présent, je suis présent ». D'accord? Le problème, c'est que j'ai remarqué que quand il faisait ça, eh ben, sur un de mes deux SNRE, ben, lui, notamment le deuxième, je ne sais pas pourquoi c'est systématiquement le deuxième, donc il y a des questions ouvertes, je me suis rendu compte que à un moment donné, il y avait deux problèmes, qu'à un moment donné, il m'a écrit n'importe quoi en termes de settings, donc c'est comme s'il lui avait fait un genre de reboot, j'en sais rien, et du coup il avait mis des valeurs un peu par défaut, j'en sais rien. En tout cas, le problème, c'est que ces valeurs par défaut sont avec des valeurs de charge de batterie catastrophiques, hein, un peu à l'instar de, vous savez, des premiers firmware du JKBMS, là, les tout nouveaux, avec des valeurs un peu, lors d'un reboot ou lorsqu'on les arrêtait longuement, un peu catastrophiques qui pouvaient entraîner des gros problèmes. Bon, moi, heureusement, j'ai mes BMS, parce que même si je lui dis de charger à 150 volts, les BMS auraient chargé, mais c'est quand même très dangereux. D'accord? Et le deuxième souci, j'ai remarqué, c'est que en fait, lui, à un moment donné, il ne répondait plus, il n'envoyait plus d'informations. Donc du coup, j'ai compris, et la solution que j'ai dû utiliser, c'est que j'ai dû ne plus le mettre, le DIE, sur la même ligne Modbus que les SNRE. Ce n'est plus possible. D'accord? Donc, voilà. Et donc du coup, j'ai dû les séparer. Mais séparés, il n'y a pas le choix parce que celui-ci interfère sur les communications. Donc potentiellement, c'est ultra dangereux de mettre sur le même bus un DIE avec un autre appareil autre que DIE en termes de communication. Vous avez les illustrations et ça, c'est mon gros carton rouge sur la partie com. Deuxième carton rouge que je mettrai sur la partie com, c'est la doc. Mais la doc du protocole, c'est catastrophique. Vous avez tous les appareils du micro-onduleur au triphasé qui sont mis. Et le problème, c'est que vous vous y retrouvez pas. Pire encore, selon la section, le chapitre que vous prenez, eh ben, vous avez des registres qui ont des fonctions complètement différentes. Par exemple, le registre 200, pour lui, ça doit être des réglages de tension, d'absorption, de bulk. Et pour un autre appareil, ça doit être complètement différent. Et le problème, c'est que ces registres, ils sont read-write, ça veut dire que vous pouvez écrire dedans. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, si vous avez mal fait la correspondance des registres, vous avez mal identifié quel registre est pour tel appareil, vous pouvez écrire n'importe quoi dans votre appareil, et donc du coup, vous pouvez ce qu'on appelle le briquer. Le briquer, c'est fini. Et je ne sais même pas si un reset factory, un reset d'usine, un remise à zéro d'usine permettrait de réécrire correctement les bonnes données. Donc potentiellement, c'est très dangereux. Donc carton rouge également sur la doc du protocole qui est catastrophique. Et puis alors, avec un Shinglish digne de ChatGPT 0001, quoi. C'est catastrophique. Hein. C'est horrible, horrible. Donc à partir de là, vous avancez en terrain incognita. Alors il existe pas mal d'intégrations pour interroger le DIE, donc notamment en ISP-HOM. Vous allez voir que sur le code GitHub, j'ai rajouté des nouveaux éléments, notamment les réglages des tensions maintenant d'absorption, de flotte et ce que vous voulez, toutes les tensions qui n'avaient pas été faites, etc. Bref, moralité de l'histoire, votre communication Modbus avec les DIE, il leur faut leur propre ligne et leur propre contrôleur. C'est pour cela que j'ai dû rajouter sur le PV Brain 2, puisque j'étais à court du HART, les 8 du PV Brain 2, en tout cas par les Weka, étaient pleins. J'ai dû rajouter cette carte add-on ici, qui me permet d'en rajouter 4, qui est connectée en SPI. Voilà. Et là, j'ai branché effectivement, en continuation de cet Ethernet, la partie A et B. Alors, je crois que le jaune c'est le A et le vert c'est le B. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ok, donc ça c'est ma première expérience du DIE, et vous avez compris que j'étais un peu furax quand j'ai découvert ça. Voilà, parce que ça a été signalé par personne et ça peut être potentiellement dangereux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera été utile. Alors maintenant, on va aborder un peu d'autres fonctions que j'ai un peu plus comprises au travers de la lecture de la doc quand même, qui existe,
voilà, qui a le mérite d'exister, et puis en interrogeant à droite à gauche des utilisateurs du DI. Alors je voudrais revenir un peu sur cette histoire où j'ai laissé la précédente vidéo qui était en plein flou artistique, on peut le dire, sur les histoires des gènes port use, à savoir pour préparer l'AC coupling. Et donc j'ai un peu lu la doc à interroger, et où vous êtes sur ce fameux menu. Donc le premier par défaut, en fait, ce qui est un peu logique quand même, c'est qu'il s'attend qu'on branche un générateur diesel, voilà, et vous pouvez lui mettre le maximum de puissance sur laquelle vous pouvez soutirer dessus. Donc ça c'est bien un classique. Et voilà. Bon, vous avez une option qui lui est associée, c'est Gen Connect to Grid Input. Et puis vous avez deux autres options qui vont être plus intéressantes à mon avis, qui est le Smart Load Output et le Micro-Inverter Input. D'accord? Donc, et associé à ces deux autres options, vous avez plus ou moins 4 autres cases à cocher qui sont AC Couple on Ground Side, AC Couple on Load Side, et puis On Grid Always On and Off Grid Immediately Off. Voilà. Alors je vais parler d'abord de l'option là qui n'est pas cochée, qui est le Smart Load Output. Alors ça fait genre routeur solaire, mais c'est pas du tout un routeur solaire, c'est un relais, ni plus ni moins, et qui va se déclencher sous deux conditions qui doivent être vérifiées simultanément. La première condition, c'est est-ce que votre production PV, qui est indiquée dans le champ Power, est supérieure à, donc ici c'est supérieur à 0 watts, donc ça sera immédiatement vérifié. Et la deuxième condition que vous allez mettre, par exemple, si je la coche, c'est des conditions par exemple de tension, ok, mais vous pouvez l'avoir également sous des conditions de soc, d'état de charge de la batterie. Donc la deuxième condition, ça veut dire que ce relais qui va déclencher une charge externe, donc un véhicule électrique, un chauffe-eau, que sais-je encore, si votre batterie dépasse par exemple, ici c'est 54 volts, d'accord, et que par exemple la production est supérieure à 0 volts, donc le relais va s'ouvrir et vous allez alimenter votre charge externe, votre ballon, votre véhicule électrique. Et là, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas de modulation. Hein. Si votre charge prend 3000 watts, il va soutirer 3000 watts, d'accord. Et donc dans ce cas-là, si votre production solaire n'est pas suffisante, il va soutirer sur la batterie. Et du coup, c'est pour ça que vous avez un deuxième paramètre, ça c'est le off. Et bien si votre tension de batterie descend en dessous d'un certain seuil, ici 51 volts, et bien le relais va s'arrêter d'alimenter votre charge, d'accord. Donc c'est ni plus qu'un relais intégré, évidemment, on peut faire ça ultra facilement avec plein d'autres conditions avec le P-Brain 2. Bon. La troisième option, qui est peut-être plus intéressante, c'est l'intégration de micro-inverter input. Ce que j'ai oublié de dire sur la deuxième option, c'est que vous pouvez arrêter ou démarrer automatiquement ces relais selon des conditions que vous êtes connecté sur Enedis ou non, ou vous êtes purement offline. Donc vous cochez ou non les on-grid always on ou off-grid immediately off selon les conditions. Voilà, vous pouvez moduler l'union de ces deux règles au travers de ces deux options aussi supplémentaires. Allez, je retourne à ma troisième option qui est micro-inverter input. Donc ça c'est typiquement pour faire de l'AC coupling. Ouais, génial. Donc par défaut, dans les docks, l'AC coupling, vous les mettez, en tout cas vos micro-onduleurs, votre onduleur réseau, vous le mettez également sur l'entrée générateur. Alors moi c'est pas le câblage que j'ai fait, ok, mais vous pouvez. Donc là, du coup, c'est un peu pareil. Donc il va piocher potentiellement dans les micro-onduleurs. Si votre tension de batterie est par exemple au-dessous ou en dessus d'une certaine valeur, et va s'arrêter de charger si vous êtes à une certaine valeur. D'accord. Donc l'idée, c'est principalement que le déclenchement de ces micro-onduleurs, ça va se faire par l'état soit en tension, soit en SOC, en state of charge de votre batterie. Ok. Alors comment ça fonctionne pour faire l'AC coupling? En général, vous le savez, au travers de la norme VDE 0126, celui-ci a le potentiel de couper ou de moduler la puissance de production d'un micro-onduleur ou d'un onduleur connecté réseau par changement de la fréquence. Si vous êtes à 50 Hz, celui-ci va produire plein pot, et au contrario, dès que vous allez au-delà de 52 Hz, celui-ci va s'arrêter. Et donc entre ces deux plages de fréquence, entre 50 et 52 Hz, vous pouvez moduler la fréquence. Généralement c'est une courbe linéaire, donc par exemple ici vers 51 Hz, on produirait la moitié potentielle de la fréquence de ce DI.
Voilà, et donc le but du jeu, c'est que vous allez vous déplacer en fréquence, vous allez faire un shift en fréquence, une variation de fréquence pour pouvoir moduler la production de votre onduleur externe. Et lorsque vous câblez votre micro-onduleur sur le ProGen, le DIE, lui, il va comptabiliser vraiment la production du micro-onduleur, enfin de votre système connecté réseau, avec celui propre au DIE, avec ses propres panneaux. Et donc il va faire la somme des deux. Okay. Par contre, si vous le connectez, comme je l'ai fait sur l'aspect, sur votre tableau, sur l'entrée load, en fait, directement, là, il ne sera incapable de comptabiliser, en fait, la puissance externe apportée par pour moi, c'est un SOFAR. Et donc, du coup, cette somme, il faudra que vous fassiez d'un point de vue externe. Voilà, si vous monitorez celui-ci, comme vous monitorez le load side, vous créez en ESP-HOM, par exemple, la somme des deux. D'accord? Donc, le monitoring sur des deux, de la contribution des deux, ne pourra pas être fait à l'intérieur du DIE si vous le branchez sur le load side. Bon, et vous devrez le faire d'un point de vue externe. Bon, c'est tout. Voilà ce que j'en ai compris. Donc je suis bientôt sur la mise en production. Vous le voyez que j'ai rajouté 2 autres ventilateurs en extraction. Pourquoi? Parce que le DIE, il souffle de la gauche vers la droite. Donc je pense que les ailettes du radiateur, c'est un peu bizarre, parce que j'en ai compris, mais je ne suis pas encore bien sûr, sont plutôt horizontales. Bon. Donc ça souffle de ce sens-là. Alors ça tombe bien, c'est là où il y a ma bouche d'extraction. Donc si l'air chaud traverse de la gauche vers la droite, moi j'aspire ici et en plus ça va rejeter et être aspiré pour aller sortir de l'extérieur. Ça c'est aussi en extraction, extraction, extraction. Donc ce qui permettra au maximum, je l'espère, et je ferai des tests, peut-être je me trompe complètement, de minimiser les températures. Il a l'air paradoxalement de monter un peu plus haut en température que l'Axpert. Déjà que c'est pas génialissime, mais bon, là on est en période d'été, donc je ferai bien gaffe. Voilà, c'est encore une assez longue vidéo. J'ai pas mis en production, je suis pas loin. Là je pense peut-être aujourd'hui parce que tout est prêt. Vous voyez, donc là j'ai mis avec des... C'est du 12 volts ces fils. Donc vous intégrez pas, les fils qui sont visibles ici, il y a quasiment rien, soit c'est de la com, soit c'est du 12 volts avec du 1 watt dessus. Donc il y a rien. Mais je suis potentiellement prêt pour basculer de l'un à l'autre. Je vous le rappelle, le code du PV Brain 2 avec le DIE est fonctionnel. Je vais le mettre à jour parce que j'ai rajouté des nouvelles entités, des nouvelles informations à contrôler, et notamment le registre, en tout cas pour le mien, le registre 43. Pour d'autres appareils, notamment en triphasé, ce sera le registre 80. Mais c'est pour plus ou moins savoir si je peux arrêter ou non le DIE. Oui, parce que dernière parenthèse que je trouve un peu dommage, l'Axpert, vous le savez, enfin tout ce qui est les Voltronics, par défaut, quand ce bouton là, où il est en off, les Voltronics fonctionnent, ils sont en chargeur simple, simplement en chargeur, donc ils font travailler, ils peuvent recharger une batterie. Dès que vous appuyez sur le bouton, vous êtes en chargeur plus onduleur. Donc vous allumez la partie onduleur. Donc ça c'est vachement cool. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'alimenter votre maison, mais par exemple vous partez en vacances, vous relâchez ce bouton et puis ça entretient vos batteries sans aucun souci. D'accord? Et quand il y a la nuit, il consomme très peu. C'est de l'ordre de 2 ou 3 watts. Enfin c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà. Contrairement lorsque la partie onduleur est active. Lui, c'est un peu l'inverse. C'est que par défaut, il est en onduleur. Et ça sera quand vous allez tourner le gros bouton ici, qu'il va se mettre aussi en chargeur. Donc c'est un peu le principe dual. Alors ça veut dire que si vous partez quelques jours, quoi qu'il arrive, il va vous soutirer une 70 watts. C'est un peu problématique. Et donc est-ce qu'il y a un moyen de le mettre en veille? Est-ce qu'il y a un moyen de le faire fonctionner que la partie MPPT et pas la partie onduleur? Donc c'est des questions ouvertes. Alors il y a des registres un peu qui permettent de les mettre en deep sleep ou en etc. Je vais voir, je vais creuser la question. Il y a pas mal d'informations sur des forums, mais il n'y a pas de réponse qui converge systématiquement. Et en tout cas, c'est un peu la foire d'empoigne au niveau des numérotations des registres. Pour moi, a priori, ça serait le 43. Pour d'autres appareils, alors je pense que c'est vrai pour tous les monophasés. Et pour d'autres appareils en triphasé, ça serait d'autres registres. D'accord? Ce qui veut dire que le code du PV Brain 2 pour le DIE, attention,
je vais le mettre pour par exemple les gammes LP01 monophasé. Donc vous prenez bien les bons fichiers associés à votre type d'appareil. Attention, je ne garantis pas que mon code fonctionnera. En tout cas, si des gens sont en triphasé qui utilisent PIS 2, je pense que je ferai la version triphasé également. Voilà, une assez longue vidéo avec des petits coups de gueule. Vous voyez, hein, je suis pas là pour lancer des roses sur cet appareil-là, qui est au demeurant doit être très très bien, mais il n'est pas exempt de bugs. Hein. Donc ça reste de la chinoiserie, ne l'oubliez pas.